L'héritage, chapitre 7. Depuis cette heureuse découverte, les trois parents vivaient dans une union parfaite. Ils étaient d'humeur gaie, égale et douce. Cachelin avait retrouvé toute son ancienne jovialité, et Cora accablait de soins son mari. Le sable aussi semblait un autre homme, toujours content et bon enfant comme jamais il ne l'avait été. Maz venait moins souvent et semblait à présent mal à son aise dans la famille. On le recevait toujours bien, avec plus de froideur cependant, car le bonheur est égoïste et se passe des étrangers. Cachelin lui-même paraissait éprouver une certaine hostilité secrète contre le beau commis qu'il avait, quelques mois plus tôt, introduit avec empressement dans le ménage. Ce fut lui qui annonça à cet ami la grossesse de Coralie. Il la lui dit brusquement. « Vous savez, ma fille est enceinte. » Maz, jouant la surprise, répliqua « Ah, ben vous devez être bien heureux. » Cachelin répondit « Parbleu !» et remarqua que son collègue, au contraire, ne paraissait point enchanté. Les hommes n'aiment guère voir en cet état, que ce soit ou non par leur faute, les femmes dont ils sont les fidèles. Tous les dimanches, cependant, Maz continuait à dîner dans la maison, mais les soirées devenaient pénibles à passer ensemble, bien qu'aucun désaccord grave n'eût surgi, et cet étrange embarras grandissait de semaine en semaine. Un soir même, comme il venait de sortir, Cachelin déclara d'un air furieux « En voilà un qui commence à m'embêter !» Et le sable répondit « Le fait est qu'il ne gagne pas à être beaucoup connu. » Cora avait baissé les yeux. Elle ne donna pas son avis. Elle semblait toujours gênée en face du grand Maz, qui de son côté paraissait presque honteux près d'elle, ne la regardait plus en souriant comme jadis, n'offrait plus de soirées au théâtre et semblait porter, ainsi qu'un fardeau nécessaire, cette intimité naguère si cordiale. Mais un jeudi, à l'heure du dîner, quand son mari rentra du bureau, Cora lui baisa les favoris avec plus de câlinerie que de coutume, et elle lui murmura dans l'oreille « Tu vas peut-être me gronder. »« Pourquoi ça ?»« C'est que Monsieur Maz est venu pour me voir tantôt. Et moi, comme je ne veux pas qu'on jase sur mon compte, je l'ai prié de ne jamais se présenter quand tu ne serais pas là. Il a paru un peu froissé. » Le sable, surpris, demanda « Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit ?»« Oh, il n'a pas dit grand-chose. Seulement, cela ne m'a pas plu tout de même. Et je l'ai prié alors de cesser complètement ses visites. Tu sais bien que c'est papa et toi qui l'aviez amené ici. Moi, je n'y suis pour rien. Aussi, je craignais de te mécontenter en lui fermant la porte. » Une joie reconnaissante entrait dans le cœur de son mari. « Tu as bien fait, très bien fait, et même je t'en remercie. » Elle reprit, pour bien établir la situation des deux hommes qu'elle avait réglée d'avance. « Au bureau, tu feras semblant de ne rien savoir, et tu lui parleras comme par le passé, seulement il ne viendra plus ici. » Et le sable, prenant avec tendresse sa femme dans ses bras, la bécota longtemps sur les yeux et sur les joues. Il répétait « Tu es un ange, tu es un ange !» Et il sentait contre son ventre la bosse de l'enfant déjà fort.
L'héritage, chapitre 8 et dernier. Rien de nouveau ne survint jusqu'au terme de la grossesse. Cora accoucha d'une fille dans les derniers jours de septembre. Elle fut appelée Désirée, mais comme on voulait faire un baptême solennel, on décida qu'il n'aurait lieu que l'été suivant dans la propriété qu'ils allaient acheter. Ils la choisirent à Asnières, sur le coteau qui domine la Seine. De grands événements s'étaient accomplis pendant l'hiver. Aussitôt l'héritage acquis, Cachelin avait réclamé sa retraite, qui fut aussitôt liquidée, et il avait quitté le bureau. Il occupait ses loisirs à découper, au moyen d'une fine scie mécanique, des couvercles de boîtes à cigares. Il en faisait des horloges, des coffres, des jardinières, toutes sortes de petits meubles étranges. Il se passionnait pour cette besogne, dont le goût lui était venu en apercevant un marchand ambulant travailler ainsi ses plaques de bois sur l'avenue de l'Opéra. Et il fallait que tout le monde admirât chaque jour ses dessins nouveaux, d'une complication savante et puérile. Lui-même, émerveillé devant son œuvre, répétait sans cesse « C'est étonnant ce qu'on arrive à faire !» Le sous-chef, M. Rabot, étant mort, enfin, le sable remplissait les fonctions de sa charge, bien qu'il n'en reçût pas le titre, car il n'avait point le temps de grade nécessaire depuis sa dernière nomination. Cora était devenue tout de suite une femme différente, plus réservée, plus élégante, ayant compris, deviné, flairé toutes les transformations qu'impose la fortune. Elle fit, à l'occasion du jour de l'an, une visite à l'épouse du chef, grosse personne restée provinciale après 35 ans de séjour à Paris, et elle mit tant de grâce et de séduction à la prier d'être la marraine de son enfant que madame Torcheboeuf accepta. Le grand-père Cachelin fut parrain. La cérémonie eut lieu par un dimanche éclatant de juin. Tout le bureau était convié, sauf le beau Maz qu'on ne voyait plus. À 9 heures, le sable attendait devant la gare le train de Paris, tandis qu'un groom en livrée à gros boutons dorés tenait par la bride un poney dodu devant un panier tout neuf. La machine au loin siffla. Puis apparut, traînant son chapelet de voiture, d'où s'échappa un flot de voyageurs. Monsieur Torcheboeuf sortit d'un wagon de première classe, avec sa femme en toilette éclatante, tandis que d'un wagon de deuxième, Pitolet et Boissel descendaient. On n'avait point osé inviter le père Savon, mais il était entendu qu'on le rencontrerait par hasard dans l'après-midi et qu'on l'amènerait dîner avec l'assentiment du chef. Le sable s'élança au-devant de son supérieur, qui s'avançait tout petit dans sa redingote fleurie par sa grande décoration pareille à une rose rouge épanouie. Son crâne énorme, surmonté d'un chapeau à larges ailes, écrasait son corps chétif, lui donnait un aspect de phénomène. Et sa femme, en se haussant à rien sur la pointe des pieds, pouvait regarder sans peine par-dessus sa tête. Léopold, radieux, s'inclinait, remerciait. Il les fit monter dans le panier, puis courant vers ses deux collègues qui s'en venaient modestement derrière, il leur serra les mains en s'excusant de ne les pouvoir porter aussi dans sa voiture trop petite. « Suivez le quai, vous arriverez devant ma porte, Villa Désirée, la 4e après le tournant. Dépêchez-vous !» Et montant dans sa voiture, il saisit les guides et partit, tandis que le groom sautait lestement sur le petit siège de derrière. La cérémonie eut lieu dans les meilleures conditions, puis on rentra pour déjeuner. Chacun, sous sa serviette, trouva un cadeau proportionné à l'importance de l'invité. La marraine eut un bracelet d'or massif, son mari une épingle de cravate en rubis, Boissel un portefeuille en cuir de Russie, et Pitolet une superbe pipe d'écume. C'était Désirée, disait-on, qui offrait ses présents à ses nouveaux amis. Madame Torcheboeuf, rouge de confusion et de plaisir, mit à son gros bras le cercle brillant, et comme le chef avait une mince cravate noire qui ne pouvait porter l'épingle, il piqua le bijou sur le revers de sa redingote, au-dessous de la Légion d'honneur, comme autre croix d'ordre inférieur.
Par la fenêtre, on découvrait un grand ruban de rivière montant vers Suresnes, le long des berges plantées d'arbres. Le soleil tombait en pluie sur l'eau, en faisant un fleuve de feu. Le commencement du repas fut grave, rendu sérieux par la présence de monsieur et madame Torcheboeuf. Puis on s'égaya. Cachelin lâchait des plaisanteries de poids qu'il se sentait permises, étant riche, et on riait. De Pistolet ou de Boisselles, elles auraient certainement choqué. Au dessert, il fallut apporter l'enfant que chaque convive embrassa. Noyé dans une neige de dentelle, il regardait ses gens de ses yeux bleus, troubles et sans pensée, et il tournait un peu sa tête bouffie où semblait s'éveiller un commencement d'attention. Pistolet, au milieu du bruit des voix, glissa dans l'oreille de son voisin Boisselles. « Elle a l'air d'une petite mazette. » Le mot courut au ministère le lendemain. Cependant, 2 heures venaient de sonner. On avait bu les liqueurs et Cachelin proposa de visiter la propriété puis d'aller faire un tour au bord de la Seine. Les convives en procession circulèrent de pièce en pièce, depuis la cave jusqu'au grenier, puis ils parcoururent le jardin d'arbre en arbre, de plante en plante, puis on se divisa en 2 bandes pour la promenade. Cachelin, un peu gêné près des dames, entraîna Boisselles et Pistolet dans les cafés de la rive, tandis que mesdames Torcheboeuf et Le Sable, avec leurs maris, remontaient sur l'autre berge, des femmes honnêtes ne pouvant se mêler au monde débraillé du dimanche. Elles allaient avec lenteur sur le chemin de halage, suivies des 2 hommes qui causaient gravement du bureau. Sur le fleuve, des yoles passaient, enlevées à longs coups d'aviron par des gaillards aux bras nus, dont les muscles roulaient sous la chair brûlée. Les canotières, allongées sur des peaux de bêtes noires ou blanches, gouvernaient la barre, engourdies sous le soleil, tenant ouvertes sur leurs têtes, comme des fleurs énormes flottant sur l'eau, des ombrelles de soie rouges, jaunes ou bleues. Des cris volaient d'une barque à l'autre, des appels et des engueulades, et un bruit lointain de voix humaines confus et continus indiquait là-bas la foule grouillante des jours de fête. Des files de pêcheurs à la ligne restaient immobiles tout le long de la rivière, tandis que des nageurs presque nus, debout dans de lourdes embarcations de pêcheurs, piquaient des têtes, remontaient dans leurs bateaux et ressautèrent dans le courant. Madame Torcheboeuf, surprise, regardait. Cora lui dit « Oh, c'est ainsi tous les dimanches. Cela me gâte, ce charmant pays. » Un canot venait doucement. 2 femmes ramant, traînant 2 gaillards couchés au fond. Une d'elles cria vers la berge « Oh, les femmes honnêtes! J'ai un homme à vendre, pas cher, voulez-vous » Cora, se détournant avec mépris, passa son bras sous celui de son invité. « On ne peut même rester ici. Allons-nous-en. Comme ces créatures sont infâmes !» Et elles repartirent. Monsieur Torcheboeuf disait à Le Sable « C'est entendu pour le 1er janvier. Le directeur me l'a formellement promis. » Et Le Sable répondait « Je ne sais comment vous remercier, mon cher maître. » En rentrant, ils trouvèrent Cachelin, Pistolet et Boisselles riant aux larmes et portant presque le père Savon, trouvé sur la berge avec une cocotte, affirmait-il par plaisanterie. Le vieux, effaré, répétait « C'est pas vrai! Non, c'est pas vrai! C'est pas bien de dire ça, monsieur Cachelin! C'est pas bien !» Et Cachelin, suffocant, criait « Oh, vieux farceur! Tu l'appelais ma petite plume d'oie chérie! Ah, nous le tenons, le polisson !» Ces dames elles-mêmes se mirent à rire, tant le bonhomme semblait perdu. Cachelin reprit « Si monsieur Torcheboeuf le permet, nous allons le garder prisonnier pour sa peine, et il dînera avec nous. » Le chef consentit avec bienveillance. Et on continua à rire sur la dame abandonnée par le vieux qui protestait toujours, désolé de cette mauvaise farce. Ce fut là jusqu'au soir un sujet à mots d'esprit inépuisable qui prêta même à des grivoiseries. Cora et madame Torcheboeuf, assises sous la tente sur le perron, regardaient les reflets de couchant. Le soleil jetait dans les feuilles une poussière de pourpre. Aucun souffle ne remuait les branches.
une paix sereine, infinie, tombait du ciel flamboyant et calme. Quelques bateaux passaient encore, plus lents, rentrant au garage. Cora demanda « Il paraît que ce pauvre monsieur Savon a épousé une gueuse ?» Madame Torcheboeuf, au courant de toutes les choses du bureau, répondit « Oh oui, une orpheline beaucoup trop jeune, qui l'a trompé avec un mauvais sujet et qui a fini par s'enfuir avec lui. » Puis la grosse dame ajouta « Je dis que c'était un mauvais sujet. Je n'en sais rien. On prétend qu'ils s'aimaient beaucoup. Dans tous les cas, le père Savon n'est pas séduisant. » Madame Le Sable reprit gravement « Cela n'excuse rien. Le pauvre homme est bien à plaindre. Notre voisin d'à côté, monsieur Barboux, est dans le même cas. Sa femme s'était prise d'une sorte de peintre qui passait les étés ici, et elle est partie avec lui à l'étranger. Je ne comprends pas qu'une femme tombe jusque-là. À mon avis, il devrait y avoir un châtiment spécial pour de pareils misérables qui apportent la honte dans une famille. » Au bout de l'allée, la nourrice apparut, portant Désiré dans ses dentelles. L'enfant venait vers les deux dames, toute rose dans la nuée d'or rouge du soir. Elle regardait le ciel de feu de ce même œil pâle, étonné et vague qu'elle promenait sur les visages. Tous les hommes qui causaient plus loin se rapprochèrent, et Cachelan, saisissant sa petite fille, l'éleva au bout de ses bras comme s'il eût voulu la porter dans le firmament. Elle se profilait sur le fond brillant de l'horizon avec sa longue robe blanche qui tombait jusqu'à terre. Et le grand-père s'écria « Voilà ce qu'il y a de meilleur au monde, n'est-ce pas, père Savon ?» Et le vieux ne répondit pas, n'ayant rien à dire, ou peut-être pensant trop de choses. Un domestique ouvrit la porte du perron en annonçant « Madame est servie ».